Toi qui nous écoutes en podcast, on ne sait pas grand-chose sur toi, mais nous pouvons déduire deux choses assez évidentes. Tu es dev et tu écoutes des podcasts. Il est possible que tu ne saches pas du tout comment fonctionne vraiment le podcast. Toi qui découvres cette intro sur Twitch ou sur TikTok ou sur YouTube, tu ignores peut-être tout des podcasts. Et toi qui nous écoutes sur Twitch en ce moment même, ce monde complètement asynchrone te paraît peut-être même complètement abscon. Où que tu sois, cet épisode est pour toi. Nous allons parler de tech, des podcasts, dans un podcast de tech. Mais alors, où se cache la complexité des podcasts ? Faut-il que nous écoutions tous du podcast ? Et surtout, peut-il exister un meilleur podcast que celui-ci ? Pour répondre à ces questions audio, je ne reçois pas Assurance Touriste, mais il s'y connaît en balado-diffusion. Geoffroy, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Geoffroy, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, je suis directeur technique du numérique à Radio France. Je suis aussi directeur de méthode, donc un peu coach agile. Et voilà, j'ai 47 ans, je suis sorti de l'INSA en 98, ça fait longtemps. J'ai dev pendant un moment, je dev plus trop malheureusement maintenant, mais même si j'adore ça. Et j'ai fait 14 ans chez Orange, 4 ans en tant que CTO d'une startup qui s'appelle iPress, qui fait un kiosque digital. Okay. Et depuis, je suis à Radio France depuis 2016 et j'adore. Donc tu as toujours été quasiment dans la tech orientée média. Il y a toujours eu un truc très... même radio de manière spécifique ou chez Orange, non, parce qu'au début j'ai fait du dev, voilà, la messagerie instantanée, après de la sécurité. J'étais pas bon du tout là-dedans d'ailleurs. Après 7 ans sur l'Orange Music Store, avant qu'on donne les clés à 10h. C'est une très bonne chose. Et puis après, un peu plus média. Ouais. Okay. Après, ça dépend si la musique, tu estimes que c'est média ou pas. Moi, j'aurais... Ouais, tant un peu quand même. Un peu. Ça reste comme un vecteur de communication, mine de rien. Ouais. Alors, du coup, et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous faire un rapide aperçu de la stack que représente le fonctionnement d'un podcast? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se font peut-être une montagne de ce qu'est le podcast ou au contraire qui voient un truc hyper simple. Est-ce que tu peux nous faire un petit portrait de la stack du podcast et de comment techniquement ça se déroule? Okay. On peut partir de la stack du podcast de base, vraiment de base. C'est des flux RSS, donc c'est un XML qui décrit un flux de podcast, donc comme If This Then Dev, et des épisodes dedans, comme celui d'aujourd'hui. Et il y a quelques métadonnées, genre le titre, la description, etc., l'auteur, la page de référence de renvoi et une enclosure URL qui donne un URL vers un fichier son, qui est souvent en MP3 parce que c'est tous les lecteurs lisent du MP3. Ça peut être du AAC aussi. Et voilà, donc en gros, si vous savez enregistrer un son, si vous savez faire une page statique, XML statique et mettre des liens à l'intérieur qui renvoient vers le son, c'est bon, vous pouvez faire votre podcast chez vous. Oui, c'est-à-dire que c'est ça qui est assez fascinant avec le podcast, c'est qu'on est sur... c'est presque du SMS, en fait, on est sur une techno qui est hyper rudimentaire. C'est un fichier audio, un flux RSS. Donc en fait, ce qu'il te faut, c'est juste en fait, un serveur pour héberger tes fichiers audio. Et un flux RSS. Alors après, tu peux imaginer toute une artillerie lourde derrière tout ça. Mais à la base, le podcast, on est juste là-dessus. Exactement. Et c'est toute la beauté de la chose. C'est-à-dire que tu peux le faire dans ta chambre, etc. Et après, il y a d'autres enjeux. Comme à Radio France, c'est intéressant. Quand tu es le deuxième plus grand fournisseur de podcasts au monde, après la NPR, et que tu as 100 millions d'écoutes par mois. Et là, ça devient d'autres préoccupations qui se rapprochent de n'importe quelle préoccupation de quelqu'un qui fait des sites web à forte audience, quoi. Tu vois. Mais tu vois, ce que je trouve assez aussi fascinant, c'est que, alors, encore plus pour vous, donc Radio France,
avec le volume de podcasts que vous publiez et le nombre de gens qui les consultent, c'est que tu compares à des gros acteurs comme un YouTube par exemple, ou un créateur de contenu qui va sur YouTube. Il a en fait accès à un ensemble d'outils assez importants pour pouvoir s'interfacer avec son audience. Là où avec le podcast, comme on est juste sur un flux RSS et un fichier MP3, en fait, en termes de contrôle de ce qui se passe après, enfin, tu vois, une fois que tu as mis ton contenu à disposition, tu n'as aucune info, tu n'as aucun contrôle, tu n'as aucune maîtrise, enfin, tu as une espèce de flou. Et je trouve ça assez hallucinant que rien n'ait remplacé le podcast jusque-là. Comment est-ce que toi, tu l'expliques, ce vide presque, j'ai envie de dire? Il y a des choses quand même qui remplacent un peu le podcast, quelque part. C'est-à-dire que les podcasts sont de plus en plus consommés sur des plateformes propriétaires. Genre des Spotify, Bon, Apple, ils prennent des flux RSS, etc. Spotify aussi, si tu veux. Mais quand même, ces gros acteurs produisent aussi, notamment Spotify, des podcasts. Et rien ne nous empêche de penser qu'à un certain moment, ces acteurs, ces géants du web, se mettent à produire des podcasts, ne pas les mettre dans les flux RSS et les gardent pour leur plateforme propriétaire, comme a pu le faire à Netflix, etc. Enfin, voilà. Et il y a déjà des podcasts natifs, des podcasts originaux qui sont fournis par des plateformes et qui ne sont pas disponibles en podcast. Donc, comment dire ? Disons que le succès du podcast, il est dû à plein de choses. Il est dû, en effet, à la simplicité de cette technologie, je pense, à l'usage, aussi au device, l'iPod étant le premier qui a supporté ça. Les téléphones portables ont fait exploser. Le fait que ça soit de l'audio et qu'on puisse faire autre chose en même temps, c'était le boom de l'audio et ouf, après, parce qu'à un moment, on pensait qu'il y en aurait que pour la vidéo et finalement, l'audio est revenu en force et c'est super. C'était quoi la question, en fait ? Comment expliquer qu'il n'y ait pas de nouvelle techno qui ait supplanté la... Tu me diras, le SMS aussi, il est toujours là. Enfin, tu vois, on continue à s'envoyer des SMS malgré tout, quoi. Et il y a toujours des plateformes qui font des nouvelles techno quelque part. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et privé et propriétaire, comme WhatsApp est propriétaire par rapport au SMS, quoi. Donc, ouais. Alors, justement, tu vas nous dire, mais qu'est-ce que fait Radio France là-dedans ? C'est un problème pour nous, en fait. Justement, l'émergence de ces géants du web qui se mettent à contrôler la présentation des contenus, et notamment de l'audiovisuel public. Donc, leur contextualisation, c'est-à-dire que quand tu mets deux podcasts à côté, et en fonction de comment tu les présentes, tu crées aussi soit une attente, soit une non-attente, soit... Enfin, voilà, il y a quand même une contextualisation de deux podcasts l'un à côté de l'autre. Le fait d'apparaître ou pas aussi dans les présentations. On voit l'effet qu'a la mise en avant d'un podcast sur une plateforme. Donc, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, il va falloir qu'on reprenne le contrôle parce que c'est un enjeu démocratique. En fait, c'est un enjeu démocratique de maîtriser la présentation de l'information et la contextualisation de l'information. Donc, du coup, notre stratégie actuelle à Radio France, c'est de garder le podcast en tant que flux RSS, etc., mais de limiter le nombre de podcasts, enfin d'épisodes que tu vas trouver dans chacun des fils, de dire que si vous en voulez plus, venez sur la plateforme Radio France, et de développer justement notre façon de présenter l'information, de présenter les sujets en fonction de l'actualité, en fonction de ce qu'on veut incarner. On pourra aussi parler des datas, de comment on lit les données entre elles, comment on permet la découverte des contenus sur un catalogue aussi grand, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette stratégie, à la fois continuer à faire du RSS et des podcasts parce que ça marche bien et que c'est vertueux, puis c'est aussi un engagement de service public quelque part, de contractualiser avec les gros acteurs. Donc ils n'ont pas le droit, par exemple, de retitrer les contenus qu'on leur file ou de changer les illustrations, etc. Ils doivent garder l'intégrité de nos contenus. Et en même temps de développer une offre qui se suffise à elle-même, quelque part qui soit suffisamment intéressante pour le public, pour qu'il ait envie d'installer une application en plus dans son téléphone. C'est une application Radio France et où il retrouve des contenus de Radio France et un peu de l'audiovisuel public à côté. Et on a quelques contenus de France Télé, de l'INA, de Arte, etc. Mais du coup, cette volonté de faire venir les gens sur votre plateforme plutôt que de les laisser sur des Apple Podcasts, Spotify et autres,
Parce qu'après tout, vous n'avez pas besoin de monétiser votre audience. Non, Radio c'est un France, enjeu de survie. c'est un enjeu de survie. C'est pas une question de contrôle du contenu. Bah, les deux. Non, c'est un enjeu de présentation. Parce qu'on se dit, si on veut assurer notre rôle de service public, donc d'information, de divertissement, de présentation de la diversité, etc., il faut qu'on puisse choisir ce qu'on met en avant au public. Donc comment on la présente et comment on contextualise les choses. Si on perd ce contrôle-là, on peut très bien avoir déjà nos podcasts plus mis en avant, parce qu'ils ne rapporteront pas d'argent, notamment à la plateforme, et ou mal contextualisés. Et c'est tellement un risque qu'on on parie sur ce fait-là, de petit à petit faire la pédagogie, en dialoguer très librement avec les plateformes. Hein. Je veux dire, ils savent notre stratégie, on contractualise avec eux, etc. Il n'y a pas de problème. Et nous, développer quelque chose qui a de la valeur pour le public. C'est ça. Donc, on a la chance, pour ceux qui ne connaissent pas Radio France, mais donc il y a France Inter, France Culture, France Musique, FIP, Move, France Bleu, France Info. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de perspectives différentes sur l'actualité, sur le monde de la culture, des arts, sur la musique, etc. Et c'est quand même des perspectives différentes qui se complètent. Si vous écoutez France Info et la matinale de France Culture, vous n'avez pas le même tempo et vous n'avez pas le même rapport à l'actualité chaude. Et vous n'avez pas... c'est complètement différent et c'est complémentaire. Donc tu as un échantillon de la France sur toutes les radios de Radio France, en fait. C'est vraiment l'idée, quoi. Ouais. Et puis de parler avec différents angles, quoi. De l'actualité, des savoirs, du divertissement et de la musique. Alors, sur une plateforme, parce que la majorité, donc il y en a quelques personnes qui nous regardent sur Twitch en ce moment, mais il y en a quand même beaucoup plus qui vont les écouter en podcast. Il y a une spécificité, c'est que le podcast, les gens les écoutent. Alors moi, de ce que je perçois, en majorité, c'est dans les transports. Donc tu as en général le casque sur les oreilles, ou dans les oreilles, ça dépend des casques. Et du coup, les gens ne sont pas sur l'application en tant que telle. En général, ils font autre chose, ou ils ont les mains dans les poches parce que le métro ou le RER est bondé, ou leur train est bondé, ou ils sont dans la voiture, ils sont en train de conduire, donc ils ont les mains sur le volant. Comment tu fais pour les amener du coup après sur ta plateforme? Parce que du coup, ils sont pas dans une position où ils peuvent aller de leur plateforme de podcast vers la plateforme de Radio France. Comment tu fais du coup pour les amener à quitter leur outil principal et presque intuitif, tu vois, de consommation quotidienne, pour les amener sur votre plateforme à vous? C'est une bonne question. Alors, déjà on met un petit message à la fin qui dit pour retrouver d'autres épisodes, télécharger l'application Radio France. Donc ils ne sont pas obligés de le faire au moment où ils sont en train d'écouter, ils peuvent le faire quand ils rentrent chez eux, puis quand ils téléchargent une application. Ensuite, il y a l'aspect automotive, tout ce qui est... Il y a 70% de l'écoute de la radio qui se fait dans les autos. Et donc, un de nos enjeux actuels aussi, c'est de ne pas se faire des intermédiaires sur le tableau de bord des nouvelles voitures qui sortent, parce que petit à petit, en fait, le tuner FM disparaît, ou n'est pas mis en avant tel qu'il était avant, quoi, où c'était vraiment un objet physique. Maintenant, il y a la compétition entre justement l'application de podcast qui va être amenée soit par le constructeur s'il a son propre OS, soit par Google Auto ou Apple CarPlay, c'est ça? Ouais. Apple CarPlay. Et donc, nous, par exemple, on développe des interfaces spécifiques pour la voiture, pour que ça soit simple à utiliser et retrouver facilement les contenus, puis manipuler les contenus facilement en voiture. Donc ça peut être... bien sûr, ça demande toujours d'avoir installé l'application avant, mais bon, si les gens font l'effort une fois, ils voient l'intérêt, en tout cas, d'y revenir, ce qui est déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux te dire? Et du coup, vous avez une application sur toutes ces plateformes-là, que ce soit automobile ou mobile, web. Vous avez une plateforme Radio France à chaque fois, ou une application Radio France. Vous avez une application France Inter, une application France Bleu, une application France Info, et ainsi de suite. Eh ben, avant, si tu veux, dans notre nouvelle stratégie, on essaie de tout mettre sur une seule plateforme pour éviter que les utilisateurs aient à télécharger plusieurs applis. Avant, c'était différent, on avait une application par chaîne de radio, et qu'on est petit à petit en train de fermer, renvoyer vers l'application Radio France. On a aussi un site web, quand même. Donc, aujourd'hui,
chaque chaîne a son site, sauf France Musique qui a migré vers la plateforme Radio France, FIP qui vient de migrer aussi vers l'application Radio France, et petit à petit, tous les sites vont migrer vers l'application Radio France. Donc là, on mise aussi sur l'effet SEO, et puis et réseaux sociaux, c'est-à-dire que il y a quand même, on a 100 millions de visites à peu près sur nos sites chaque mois. Donc forcément, c'est un levier pour dire aux personnes, puis je pense qu'il doit avoir à peu près à tout casser 60% sur mobile. Ouais. Donc on affiche une tab barre en disant téléchargez l'application Radio France, quoi. Voilà. Donc c'est aussi un vecteur pour dire aux gens téléchargez l'application Radio France, ou bien continuer d'utiliser le site, qui est très bien, okay. et sur lequel on peut tout écouter aussi. J'imagine que du coup, parce que il y a en tout cas quelques chaînes de radio de Radio France, moi que je suis, vous mettez aussi le contenu sur YouTube. Ouais, il y a du contenu, ouais. Et j'imagine peut-être aussi encore sur Dailymotion, ou Dailymotion est vraiment... Non, sur Dailymotion aussi, ouais. Et vous avez la même stratégie, c'est-à-dire que c'est disponible pendant quelques temps et après, c'est plus dispo? Je ne sais pas exactement la durée d'exploitation des droits, et je sais que ça dépend en tout cas. Okay. Typiquement pour un concert, parce que aussi, on parle de Radio France, donc les chaînes de radio, mais il y a aussi 2 orchestres classiques, quoi, enfin le Philharmonique et l'Orchestre National de France, et 2 chœurs. Et il y a des concerts tous les jours à la Maison de la Radio. C'est vrai ? Ouais. Il y a une salle absolument fabuleuse, un auditorium absolument fabuleux, qui est par le même designer que la Philharmonie, mais en version plus petite, quoi. C'est payant comme accès ou... Oui, c'est payant, c'est pas très cher, mais il y a tous les prix, quoi, comme les mais ça commence à 10 francs. À 10 francs. C'est vraiment pas cher. 10 francs, à 10 francs, à 10 euros, à 10 balles. Je voulais dire 10 balles, après je me suis dit, je vais pas dire 10 balles, je vais dire 10 francs, n'importe quoi. Qu'est-ce que... Donc les concerts, on les filme aussi, et on les retransmet aussi sur YouTube et Dailymotion. Mais il y a des droits afférents à la musique, quoi, qui ne nous permettent pas souvent de les laisser ad vitam. Okay. Mais pour les émissions... Et puis après, en fait, notre stratégie, pour aller là-dessus, c'est que utiliser tous les réseaux pour amener les gens sur la plateforme à connaître nos contenus, en fait, juste à découvrir nos contenus. Et puis il y en a qui ont un intérêt fort aussi en vidéo, donc on va les garder en vidéo, il n'y a pas de problème. Ok. Et alors du coup, sur ces différentes plateformes, donc vous avez la radio à l'ancienne, Fréquence FM, la radio via mobile ou CarPlay et compagnie, le podcast, votre plateforme de radio on demand aussi qui existe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Du coup, la vidéo, les assistants vocaux. Est-ce que la radio, du coup, la Fréquence FM est devenue minoritaire en termes de volume d'écoute? Non, c'est 15% de l'audience se fait en numérique. Donc le FM reste très largement majoritaire. Et du coup, dans le numérique, tu inclus tout ce qu'on a évoqué, la vidéo, le podcast, la radio on demand, tout ça, quoi? J'ai peur de te dire une bêtise. Je crois que la vidéo fait partie, mais je ne suis pas 100% sûr. Donc voilà. Okay. Je ne vais pas te dire de bêtises. Je ne suis pas 100% sûr. Sur la vidéo. J'avoue, je suis surpris que 15% d'audience. Je pensais vraiment qu'on était en 2022, en fait. De manière très... tu as 42 millions de personnes qui écoutent la radio chaque jour. Et je crois qu'en numérique, voilà, on est à 100 millions de podcasts par mois. Je crois qu'on est à peu près à 100 millions aussi de streams, d'écoute en direct. Donc ça fait, 200 millions par rapport à 40 millions du... Bon, après, on compare des visites et des écoutes par rapport à des gens qui écoutent. Donc on compare des oranges et des bananes. Mais c'est pour donner des ordres de grandeur, quoi. Donc oui, la FM est 42 millions de personnes qui écoutent chaque jour la radio. Ouais. En global, je ne parle pas Radio France. Et Radio France étant la première radio, je ne sais plus combien ils sont en France Inter. Est-ce que j'ai noté les chiffres de France Inter? Non, en FM, je ne les ai pas notés, je suis désolé. Non, mais en fait, c'est vrai qu'aussi, on compare des choses, je compare des choses qui ne sont peut-être pas comparables, parce qu'effectivement, tu parles de 42 millions de personnes qui écoutent une radio de Radio France à un moment. Non, pas une radio tout court. D'accord, une radio tout court dans la journée. Ouais. Là où un podcast va peut-être regrouper, peut-être 12 émissions de radio différentes,
que tu vas compter du coup comme 12 auditeurs, alors qu'en fait, peut-être qu'il a écouté... Ouais, c'est ça. Comment dire, là, on est en train de parler de chiffres où on parle soit de... C'est comme des visiteurs ou des visites, tu vois. Là, c'est auditeur ou écoute, tu vois. C'est la même chose. On compare pas la même chose. C'est pas grave, mais c'est juste pour donner des ordres de grandeur. C'est pour ça que c'est juste pour t'expliquer que 15% de l'écoute se fait sur le numérique, de la radio, et donc que la FM est encore très présente. Mais ça croît tout le temps. Et on a des croissances à 2 chiffres par mois. Ok. Voilà. Et alors du coup, comment est-ce que vous gérez la pauvreté de la stat sur l'environnement de podcast? C'est très intéressant. Alors, déjà, est-ce que tu peux expliquer du coup aux gens pourquoi est-ce que cette donnée elle est pauvre par rapport à ce que tu peux avoir sur votre plateforme de radio on demand ou sur du YouTube ou sur la radio en général? Alors là, je te suis plus. Pourquoi elle est pauvre? Qu'est-ce qui est pauvre? Moi, je trouve que la donnée utilisateur qu'on a, le retour qu'on a, c'est-à-dire qu'en fait, moi, la seule stat que j'ai sur mon podcast, c'est le nombre de téléchargements. Oui, d'accord. Je ne sais pas si ça a été écouté, si ça a été écouté une fois, 2 fois, 3 fois, en une fois ou en 20 fois. J'ai juste un téléchargement. Donc potentiellement, il n'a pas été écouté du tout. Peut-être. Donc tu vois, tu as cette. Tu vois, du coup, j'ai pas non plus le taux de complétion. C'est-à-dire que peut-être qu'il a été écouté à 10% ou à 100%, ça, je ne sais pas. Par rapport à un YouTube qui te va te donner ces infos-là. Ça, c'est dû au format du podcast qui a un RSS avec un lien de téléchargement derrière. C'est parce qu'à la base, c'était quand même fait pour l'écoute hors ligne sur un iPod qui n'avait pas de réseau. Et donc, on compte que les téléchargements complets sur le terminal du fichier, du pur HTTP de base. Et voilà. Et après, par contre, il y a des études qui sont faites des UX, utilisateurs, pour savoir à peu près combien arrivent jusqu'au bout, combien n'en lisent que la moitié, etc. Donc ça, il y a ça. Et plus, après, ce que tu peux savoir, c'est que tu peux faire comparer avec le live. Parce que comme une grosse partie quand même de notre production, c'est du live, et que nous, on suit en direct les écoutes. Donc on peut savoir si les gens restent ou pas, quoi. Mais le live, c'est via la fréquence FM ? Non, mais en numérique. D'accord. Le live, donc on fait soit du HLS, si on veut rentrer dans la technique, soit du Livecast. Et là, on est capable de savoir à peu près le taux de complétion sur le live. Okay. Donc, tu sais pas, mais tu as des éléments de comparaison. Et à un moment, il y avait la donnée qui circulait, que c'était entre 70 et 80% des gens qui écoutaient jusqu'au bout, ce qui me semblait énorme, complètement énorme. C'est beaucoup. Hein. Et je me demande si c'était mais il y a 4-5 ans, tu vois, on entendait ça. Est-ce que c'était surestimé parce que l'échantillon n'était pas le bon? J'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Mais pour en revenir à la data, si tu veux, on peut savoir comment nous, on mesure. Ouais, carrément. Ouais, parce que c'est une petite spécificité à Radio France. Donc, on a décidé de faire notre propre plateforme de data. On est vraiment des bébés là-dedans. On a 4 devs. Voilà, c'est petit. Mais on a décidé de mettre nos propres trackers sur nos sites pour savoir le comportement des utilisateurs, aussi sur les applis. Et aussi au téléchargement de podcasts, qui est une redirection. On compte le nombre de téléchargements. Sur le streaming, on récupère les logs HLS, les sessions Icecast, et puis on agrège tout ça, et on met tout ça dans un data lake. Et justement, on essaye d'apprendre comme ça de nos audiences. En fait, on fait 3 utilisations de cette donnée. 1, c'est l'audience. 2, c'est nourrir un algorithme de recommandation de services publics. Et 3, c'est le moteur de recherche. Mais le moteur de recherche, on n'est pas encore sec du tout. Là, on commence juste, quoi. On aimerait bien l'utiliser, exploiter ces données-là pour le moteur de recherche, mais ça commence juste. Et pour l'algo de recommandation de services publics, c'est aussi totalement embryonnaire. Et ça fait partie de nos sujets vraiment de... Là, on commence à être bon sur l'analytics. Ouais. Là, c'est bon, on est bien. Mais ça a pris 2 ans. Alors, on va, si tu le veux bien, creuser ces 3 points que je trouve assez intéressants, que tu m'avais pas évoqué en préparation de cet épisode, que je découvre avec toi. Donc, on y va. Allez, on plonge dedans. Le premier, du coup, que tu as évoqué, c'est cette partie analyse, où tu nous dis que, du coup, vous êtes bien avancé là-dessus. Ouais. Alors, peut-être que ma vision va te paraître très naïve, mais j'ai envie de dire, comme au final, Radio France, c'est un service public, cette notion d'analyse au sens... j'imagine que c'est des taux de rétention, les programmes qui marchent pas, est-ce que tu as l'audience, progression de l'audience, ce genre de choses. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est censé être secondaire sur le service public. On n'est pas là pour
faire quelque chose qui fonctionne, on est là pour informer les gens, pour diffuser l'information, être sûr que tout le monde y a accès, ce genre de choses. Est-ce que du coup je me trompe sur ce que vous appelez analyse ou Non, mais en fait, non, tu te trompes pas. Mais pour moi, c'est un et, c'est pas un ou, quoi. Tu peux tout à fait. Enfin, ça régit pas du tout dans nos fonctionnements internes. Ça régit pas du tout l'éditorial. C'est pas ça qui va nous dire ah là, à la 10e seconde, les gens ont décroché. Il va falloir revoir notre format la prochaine fois. C'est absolument pas du tout la culture de la maison. Oui, mais t'as forcément une influence, mine de rien. Enfin, tu vois. Non, parce que même on regarde même pas ça. Ok. En fait, non, pour l'instant, on essayait au moins En fait, notre but, c'est quand même d'arriver à faire un algorithme de recommandation de services publics. Mais pour faire ça, il faut d'abord qu'on soit sûr de la donnée qu'on récolte. Et donc, le fait de regarder les audiences, on peut comparer avec quelque chose. On peut avoir des marqueurs AT Internet, enfin ce qu'on a d'ailleurs. Voilà, on peut regarder notre audience médiamétrie. Et donc comparer avec ça et savoir si on récolte bien la donnée. C'est quand même la base de la base, quoi. Quand d'être sûr de ta donnée. Et sur l'algo de reco de service public, notre but, c'est quand même donc d'informer, divertir, etc. Et de donner le contraire d'une bulle de savoir, quoi. De ne pas laisser les gens dans juste leur zone de confort. Et donc, c'est important pour nous de ne pas avoir des algos qui sont naïfs. Donc, genre, ceux qui ont le plus écouté ont écouté ça, ou voilà. Ça serait de mélanger l'éditorial avec de l'algorithmie, d'apprendre mieux sur justement quel est le comportement de l'utilisateur pour savoir comment on peut amener les gens ailleurs, etc. Donc, c'est plutôt là-dedans qu'on utilise la data, si tu veux. Tout ça est encore très embryonnaire. Hein. Ouais. C'est l'esprit qu'on veut donner, tu vois. On ne veut pas enfermer les gens. On veut au contraire agrandir les connaissances, quoi. Partager les savoirs. Mais on pense que l'algorithmie peut apporter quelque chose là-dedans. Ce qui veut dire que tu as une approche presque diamétralement opposée des acteurs des réseaux sociaux classiques. Tu vois, sur Instagram, si ton voisin like, on va te le proposer en disant bah, ton voisin il a liké, donc tu devrais liker parce que c'est la même chose. Là où toi, tu vas dire, au contraire, là-dessus, tu connais bien le truc, tu ferais mieux d'aller voir là-bas où tu connais rien. C'est vraiment une notion de découvrabilité, en sens, toi, tu t'éloignes les gens de leur centre d'intérêt, donc de peut-être quelque chose qu'ils vont pas aimer, ou tu essayes quand même d'avoir cette notion de ce qu'ils pourraient apprécier en fonction d'une cohorte, ce genre de choses. Comme je te dis, tout ça est embryonnaire, donc c'est vraiment... Je te mentirais, on le fait pas, quoi. On le fait pas. C'est-à-dire que c'est pas dans l'application, quand on te recommande quelque chose, on n'en est pas à des algorithmes ultra compliqués, quoi. On va, par exemple, en ce moment, on joue avec l'ordre de présentation juste de quelque chose qui a été éditorialisé. Donc on va se dire, si toi, par exemple, t'écoutes beaucoup Les Pieds sur Terre, ça sert à rien de te représenter Les Pieds sur Terre en premier, on va plutôt te présenter quelque chose que tu connais pas, mais qui pourrait t'intéresser quand même, parce que éditorialement ça pourrait t'intéresser. Donc moi je vais peut-être faire éditorialement le lien entre ça et ça, mais avec cette volonté éditoriale de le faire, et je vais utiliser l'algorithme pour connaître l'usage de la personne et lui présenter quelque chose qui peut l'inspirer, tu vois. Et donc du coup lui faire écouter quelque chose qu'il ne connaît pas, avant de lui faire écouter un truc enfin de découvrir une émission Et c'est pas ou, c'est et, parce que c'est aussi très agréable de retrouver ses podcasts favoris. On a une fonction podcast favoris. On peut reprendre la lecture des épisodes, bien sûr. C'est le b.a.-ba, quoi. On va pas empêcher les gens d'écouter ce qu'ils ont envie d'écouter. Mais on veut aussi amener quelque part ailleurs. Et c'est là où on crée notre plateforme data et on essaye d'apprendre de ça, quoi, de l'usage. Mais pas bêtement, voilà, c'est ça. C'est ça qui est vachement intéressant, je trouve. Et est-ce qu'il y a aussi une volonté de diffuser à tout prix certains messages, tu vois, parce que vous restez au final un outil de communication aussi d'État, mine de rien. Enfin, c'est on a un contrat d'objectifs et de moyens qui est public et qui explique justement quelles sont nos missions, quoi. Et c'est vrai que par exemple la défense de la musique classique, c'est vraiment une commande, quoi. Enfin. Mais on est content de le faire, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, oui, c'est une commande, c'est une volonté politique de proposer ça, quoi.
Et c'est vrai que... Et puis les lignes éditoriales quand même de France Culture, de France Inter, etc., de France Info, elles sont complémentaires. Et c'est une volonté politique, une volonté éditoriale. Je pense qu'elle est vertueuse, autrement je ne travaillerais pas là-dedans. Si je travaille à Radio France, c'est parce que ça a du sens pour moi. Mais, et je suis content de pouvoir lire le contrat d'objectifs et de moyens de Radio France, et que ça soit public, et on sait pourquoi on payait la redevance, on va bientôt plus la payer, mais voilà, on sait où va l'argent public, quoi. Et alors donc du coup, dans toute cette... Et j'ai oublié ma question. J'espérais la retrouver au moment avant que je commence la phrase, mais elle n'est pas revenue. Donc du coup, on a évoqué l'aspect recommandation de service public. Ouais. C'est au sens... oui, c'est ça, c'est cette notion de... c'est un moteur de recommandation, pas dans un but commercial, mais dans un but de service public. C'est pour ça que tu as cette distinction. Ouais. Okay. L'autre aspect du coup que tu as évoqué, c'est le moteur de recherche. Pourquoi vouloir faire un moteur de recherche en 2022, il y a beaucoup de solutions qui existent. Pourquoi vouloir en faire un Déjà dans une application... Enfin, on utilise Elasticsearch. Hein. On n'a pas inventé notre moteur de recherche. Mais après, Elasticsearch, ça veut dire beaucoup de choses parce qu'on peut le configurer de plein de manières. Et ramener justement de la donnée d'usage dans le moteur de recherche, on ne l'a pas encore fait. Aujourd'hui, c'est uniquement basé sur le contenu en lui-même. Donc, et c'est quand même un enjeu de pouvoir retrouver des contenus, déjà quand on connaît ce qu'on cherche, et après quand on a envie de s'instruire sur quelque chose. Et donc, surtout dans une application, tu n'as pas Google, quoi. Dans l'application, tu lances l'appli, tu cherches Donc, avoir un bon moteur de recherche, oui, c'est important. Et on peut s'améliorer, clairement, là-dessus. Comme beaucoup de gens, hein, c'est dur, les moteurs de recherche. Et alors, du coup, comment tu gères cette... parce que vous avez quand même la chance d'être une radio avec plein de journalistes, plein de gens qui travaillent le contenu de manière assez intensive. Comment est-ce que vous gérez justement cette myriade de contenu? C'est-à-dire que quand tu vas alimenter ton Elasticsearch avec tous tes podcasts et tous tes contenus, est-ce que tu as aussi un transcript de tous les épisodes qui est du coup aussi indexé ou Aujourd'hui, non. En fait, on a une politique assez cool dans la boîte qui était de dire que le numérique était l'affaire de tous dans l'entreprise, pas seulement d'une direction du numérique, et pas seulement d'éditeurs numériques. Et donc on demande à tous les producteurs, attachés de production, etc., de rédiger leur page qui est associée à leur podcast, à leur épisode. Donc ils ont qui travaillent des photos, un contenu, etc., qui décrit ce qu'il y a dedans, mais qui n'est pas le transcript. C'est pas possible de faire un transcript parce que je t'ai dit qu'on avait 7 chaînes, mais dans France Bleu il y a quand même 42 locales, donc si tu fais 42 plus 6, ça fait fois 24 heures, enfin il y a 24 heures de contenu parce qu'il y a des rediffs, mais quand même s'il fallait tout retranscrire à la main, ce serait pas possible. Alors tu vas me dire, mais il y a le speech to text pour ça. Et pareil, ça, le speech to text, on est encore des bébés là-dessus. On regarde plein de techno pour savoir qu'est-ce qui est bien. Suivant les contenus, ça marche plus ou moins bien. C'est vrai que dans un talk avec deux personnes qui échangent encore plus frénétiquement que nous deux, c'est difficile parce qu'il faut faire de la reconnaissance de locuteur. En plus, franchement, je sais pas, tu as vu les transcripts même sur YouTube qui sont pas mauvais quand même. Il y a plein sur les noms propres, sur des concepts, etc. Il y a des énormes fautes et on peut pas se permettre de mettre ça en ligne. Donc, par contre, on pourrait se permettre pour enrichir le moteur de recherche. Ce qu'on va faire. On n'y est pas encore, mais ça fait partie des trucs, des choses qu'on va faire incessamment sous peu. En tout cas, on est en POC là-dessus. Okay. On a une cellule qui POC là-dessus à fond. C'est super, d'ailleurs. C'est hyper fun. Et l'objectif de ce moteur de recherche, c'est de manière bête et méchante de proposer de la recherche, ou il y a un objectif encore plus lointain, encore plus non, c'est une brique de la plateforme, hein, mais... là, on a parlé de la recherche parce que on parlait de la plateforme data et à quoi utiliser la plateforme data. Donc je disais, il y a l'analyse d'audience, il y a l'algorithmique, l'algo de recours de service public et améliorer la recherche. Mais c'est pas, franchement, la recherche chez nous, ça occupe pas grand monde justement. Okay. Malheureusement, peut-être qu'on devrait mettre plus de manpower là-dessus, mais tu vois, on est à la direction du numérique, on a à peu près 200. Il n'y a pas une personne qui bosse à plein temps dessus, donc ça reste pas... parce que du coup, il y a quand même une volonté après de faire de la recherche qui est impactée par les données de la personne qui est en train de chercher. Donc tu vois que par exemple, c'est quelqu'un qui est plus
intéressé par l'économie, donc on va orienter les résultats en fonction de ça ou À ce moment-là, ça devient de la reco, quelque part. Ouais. Enfin, après, c'est où tu mets la reco, où tu mets la recherche, et puis ce mélange, mais ça fait partie, oui, du... Et oui. Tu as raison. Alors, aujourd'hui, sur tout ce volume de Radio France, du coup, il y a combien de... Donc, tu nous as dit qu'il y a 7 chaînes, avec de manière nestée, on va dire, il y a 42 France Bleu. Ça fait combien de contenu produit, je sais pas, par jour, par semaine ou par mois ou par année? Je sais pas quelle est la stat que tu as à dispo. Je l'ai même pas. Je crois qu'il y a 1500 fils de podcast. Je crois un truc comme ça. 1500 podcasts, ok. Et qui sont mis à jour quasi quotidiennement, j'imagine. Ça dépend. Après, tu vois, dans les émissions, tu as des quotidiennes, tu as des hebdos, voilà, mais ouais, plus les podcasts natifs qui passent pas à l'antenne. Franchement, enfin, les nuits de France Culture, les nuits de France Inter, ça c'est entre... Je suis nul, hein, je sais pas exactement l'heure, mais je crois que ça doit être vers minuit, 1h. Ça dépend des chaînes, et ça commence le matin à 6h ou 5h, certains. Donc tu vois, il y a quelques heures de rediff, on va dire entre 4 et 6, et tout le reste c'est du contenu nouveau. Tous les jours, sauf les rediffs. Là, par exemple, on est en vacances, les vacances scolaires, c'est sacré quand même. Et puis, j'imagine que sur France Bleu aussi, sur les 42, il y a une espèce de mutualisation du contenu qui est faite. Ouais, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Okay. Il y a beaucoup de contenu, parce que c'est vraiment, justement, l'intérêt de France Bleu, c'est d'être proche, c'est le média de la vie locale. Donc, vraiment, c'est d'être proche du territoire et là où sont les gens. Et c'est une vraie complémentarité par rapport aux chaînes nationaux. Et il n'y a pas tant de contenu nationaux que ça. Okay. Il y a des jeux et d'autres trucs, mais pas tant que ça. Alors du coup, sur un point de vue très tech, on va parler un peu de tech, parce qu'on doit ennuyer tout le monde. C'est ça, on va un peu mettre les mains dedans. Ouais. Comment est-ce que du coup, vous gérez pour avoir autant de contenu produit disponible? Parce que l'idée, c'est aussi que vous avez une archive, j'imagine, qui est jusqu'où on peut remonter dans l'archive. Dans les archives, aujourd'hui, on remonte jusqu'à 2013, je crois. Okay. Pas tant que ça. Et il y a un programme aussi. Parce qu'il faut savoir que pour l'audiovisuel public, il y a une partie du fonds qui est exploitable directement par les chaînes, donc que ce soit France Télé ou Radio France, une autre partie qui part à l'INA. Okay. Donc on a un programme de réédition des archives de l'INA, mais pour ça, on doit les repasser à l'antenne. Donc voilà, on ne peut pas tout exploiter comme ça, parce que c'est exploité autrement par l'INA. Donc vous avez quand même un volume de replay, vous avez 60 ans de télé à pouvoir rediffuser et de radio à pouvoir rediffuser. Qu'on pourrait, mais qui demande un effort manuel. Et puis voilà, une convention avec l'INA, on ne peut pas tout faire, il y a un volume certain, enfin voilà. Il faut, chacun a ça. Mais par contre, on utilise beaucoup l'INA pour reprendre des éléments, quoi. Par exemple une interview... une brève ou quelque chose comme ça qui est réutilisé dans un programme maintenant. Okay. Tu vois, on remet pas directement l'émission d'il y a 50 ans, tu vois. J'imagine. Non contextualisé, en plus, ça serait trop bizarre. Tu vois. Du coup, pour revenir sur l'aspect tech, donc du coup, comment est-ce que vous gérez ce volume de contenu disponible pour le mettre à dispo de tout le monde? Donc, on a une archi, en gros, CQRS. Ça veut dire séparation de l'écriture de la lecture. Donc notre but, c'est d'être indépendant. Donc, si la contribu tombe, si les outils de contribution tombent, que les sites et les applications grand public continuent de tourner, si c'est les sites qui tombent, qu'on puisse continuer de contribuer, etc. Donc en gros, c'est une archi où tu as un bus de données. Et toute écriture passe par le bus et toute lecture, passe par des API, des microservices internes. Donc, si tu veux, tu as quatre types de logiciels. Tu as l'interaction avec tout ce qui est outils métier. Parce que nous, en fait, à la direction technique du numérique, on ne fait pas la production audio. On s'occupe de la production qui est assurée par le SI métier. Okay. Donc, tout ce qui est son. Nous, en fait, ce qu'on reçoit, on reçoit un son qui est propre. Et on reçoit et des données associées. Et ensuite, on propose un back-office pour la rédaction.
Donc ils vont rédiger vraiment les pages épisodes dont je parlais tout à l'heure. Et puis donc on a tout un lien qui est lien avec ce SI métier et qui abstrait, si on va dans le solide, dont on parlait la dernière fois, qui abstrait en fait la complexité de chaque chaîne, parce que forcément chaque chaîne de radio a pas les mêmes outils métiers derrière, a pas le même outil de montage ou le même outil pour faire sa conduite d'antenne, etc. Donc on abstrait tout ça avec une brique. Après, on a une brique de contribution avec le back-office. On a une brique pour tout ce qui est distribution à tous les partenaires. Donc, je t'ai parlé des Spotify tout à l'heure, Deezer, etc. On est capable de contrôler, dire Spotify, tu as tel catalogue, telle profondeur de catalogue, Deezer, tu as ça, etc. Donc, on a ça aussi. On a tout ce qui est la plateforme de streaming qui est faite en interne. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, soit HLS, soit Icecast. La plateforme de podcast, de distribution de podcast. Et après tout ce qui est présentation des données, donc site web, application mobile, assistants vocaux. Okay. Voilà. Et donc ça c'est les différentes briques logicielles. Tout ça, comme je te dis, dès qu'il y a une écriture, ça passe par un bus, c'est récupéré par un autre composant logiciel. Les fronts n'ont pas de base de données, ils tapent directement dans les API internes. Voilà. On a aussi une Open API si vous voulez voir un peu notre modèle de données sur developers.radiofrance.fr. En accès entièrement libre où il y a des... Ouais, en fait, il y a des CGU, donc tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec, tu n'as pas le droit de faire un agrégateur de podcast avec. Ok. De manière libre. Ok. Tu peux le poker, mais si tu veux vraiment faire un agrégateur de podcast, vu que justement, on fait, comment dire, on contractualise avec les agrégateurs de podcast, ça ne peut pas se faire de manière free totale, quoi. Mais autrement, par contre, il y a plein d'usages hyper marrants à faire sur tout le catalogue. Mais donc, ça veut dire que les podcasts de Radio France ne sont pas dispo sur toutes les plateformes de podcast par défaut? Non. Comment vous faites? Parce que du coup, au final, c'est juste un flux RSS. Comment tu fais pour masquer le flux? Parce que tu as forcément... Non, tu ne masques pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... On demande à contractualiser, mais c'est des flux RSS. Voilà, enfin, comment dire, on va pas faire la police, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On va regarder les gros acteurs, et puis s'il y a des gros acteurs qui comptent beaucoup pour la distribution de podcast, on va les voir, puis on va leur dire, on va contractualiser. Ça se passe comme ça. Donc du coup, tu n'es pas à l'abri d'avoir quand même un gars qui va créer un petit player au fin fond de son département. C'est pour ça que je te dis, c'est pas... C'est des CGU, quoi. Enfin, tu peux le faire, rien ne t'empêche de le faire, mais après, tu respectes pas les conditions d'utilisation, c'est tout. Sur cette notion, ces différents back-office que tu as, qui permettent notamment l'édition du contenu, je sais pas, est-ce que tu as des briques comme un WordPress, des choses qui sont assez standards, ou vous avez tout fait maison? Tout est fait maison. Donc pour ce qui est donc notre outil de contribution, c'est du Symfony avec une architecture hexagonale. Alors ça revient encore à solide puisque on reparlait de ça tout à l'heure. Franchement, je dev plus assez pour te dire exactement, mais c'est de l'inversion de dépendance et c'est l'idée que si tu utilises ta base de données, tu passes par une interface pour utiliser ta base de données plutôt que d'y accéder directement. C'est ce que j'ai compris. Peut-être qu'il y a des gens sur le Twitch là qui sont en train de me dire il a rien compris à l'architecture hexagonale, c'est quoi ce CTO? Bon, c'est pas grave, mais donc il y a ça. Tous nos dev back, autrement, c'est donc soit du Symfony, soit du Node.js. Et base de données, c'est tous du Postgre. Côté front, c'est que du JS et notamment on est très sur le framework Svelte.js. Ouais. On est assez fan, et puis là on devrait faire une presse au prochain Meetup Svelte pour savoir comment on l'utilise sur la plateforme Radio France. Sur iOS, c'est Swift, Eric Swift. Sur Android, c'est... comment ça s'appelle aide-moi. Kotlin? Ouais, merci. Kotlin. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Autrement, on est sur Kubernetes depuis le 2019, ce qui était assez gonflé à l'époque de passer tout un service média assez... Tu vois, on a quand même 100 millions de pages par mois, donc c'est pas mal. Mais en même temps, Kubernetes est quand même justement plutôt adapté à ce genre de volumétrie. Mais à l'époque, c'était en 0 point quelque chose, quoi. Ouais. Mais c'était hyper cool. C'était vraiment un vrai challenge pour l'équipe et c'était vraiment chouette à faire. Et donc, voilà. Donc, tout est sur Kubernetes. Puis après, il y a un peu de Terraform pour
pour les accès réseau et pour les VM qui ne sont pas dans Kubernetes. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Tout est cloud public. Ah oui, ça c'est intéressant aussi, c'est qu'on ne prend... Alors, un de nos créneaux, c'est l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs. Donc, on se lie... Enfin, ce qu'on achète sur les clouds publics, c'est juste de l'AVM et du stockage, genre du S3, quoi. Ouais. Et donc, ça nous permet de changer de cloud provider s'il y a des meilleurs prix. Mais du coup, vous êtes sur Amazon aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur Amazon, ouais. Mais on sait monter notre prod sur n'importe quel cloud. En automatique. C'est un peu surprenant, tu vois. Moi, j'étais persuadé que tout truc d'État serait forcément sur un hébergeur français. Ouais, alors ouais. Il y a Orange, quoi. Il y a... Ouais. Oui, non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Il y a VH, oui, bien sûr. Clever Cloud. Ouais. Mais non, en fait, comment dire, il y a un appel d'offres public et qui nous permet qui a négocié déjà des tarifs spécifiques avec toutes les plateformes. Après, on choisit où on héberge nos données. Donc, on choisit plutôt dans l'Europe. Je sais qu'il y a des plans quand même d'Amazon et de Google de proposer via des acteurs français des équivalents d'AWS, etc., Google Cloud Platform sur droit français, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le droit américain qui s'applique, même si les données sont appliquées, sont stockées en France. Qu'est-ce que je voulais te dire là-dessus? Pourquoi on est arrivé là-dessus? Je te disais que c'était étonnant que vous soyez hébergé chez un Amazon et pas un hébergeur français. Bah voilà, enfin je veux dire, ça peut changer, mais en tout cas on est hébergé en Europe. Et on peut changer de cloud comme ça parce que toute l'infra a as code. Okay. Donc ça, c'est vraiment un tour de force de l'équipe infra qui est vraiment chouette, qui est vraiment doué. Un autre truc qui m'étonne, et alors je le dis vraiment avec toute la bienveillance du monde, hein, mais je suis agréablement surpris de la modernité de votre stack. Tu nous as parlé de Node, tu nous as parlé de Cube, tu nous as parlé même Kotlin. Je trouve que même vous êtes déjà... Bon, Swift, ça fait un moment quand même déjà que c'est sorti, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même... pas mal de technos qui sont quand même assez récentes. Svelte, moi Svelte, j'ai découvert ça il y a... J'ai découvert ça avec ce podcast, donc ça fait moins de 2 ans que j'ai découvert ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, Svelte, c'est un framework JS qui permet d'avoir quand même un truc justement hyper léger, d'où le nom, qui est du coup intéressant dans des problématiques d'éco-conception notamment. Ça a toujours été le cas, ou est-ce que c'est toi qui as initié ça chez... Non, c'est mon prédécesseur qui a initié beaucoup de choses et je suis aussi très reconnaissant, Mazir Dawlatabadi. Moi, je suis sur ce poste que depuis juillet dernier. D'accord. De directeur technique. Avant, j'étais plutôt sur l'aspect méthode agile. Écoute, on parlait de ce métier qui est un métier passion. Si tu veux avoir un métier passion, il faut que les développeurs s'éclatent. On pense aussi que... on a quand même des... On a envie de contrôler ce qu'on fait, quoi. On a envie d'être indépendant des fournisseurs, etc. C'est pour ça qu'on développe tout nous-mêmes. C'est pour ça qu'on s'appuie le plus possible sur de l'open source. C'est pour ça que aussi, comme on veut délivrer de la valeur en continu, on refactorise en continu. Donc, on utilise les technos les plus adaptés en continu. Donc, si tu veux, c'est plutôt quelque chose qui est un socle mouvant en perpétuel, quoi. Il y a vraiment cette culture du software craftsmanship, de la qualité, du refactoring en continu, qui est très puissant en fait sur le plateau. Et en fait, voilà, ce qu'on peut apporter à des gens à Radio France, c'est ça, c'est soit le sens, il faut se dire, voilà, je vais œuvrer pour un média public et ça me parle, et en même temps, c'est l'éclate au niveau des process, au niveau de l'agilité et au niveau des technos qu'on utilise. Et c'est ça qui nous permet d'attirer des gens et de les retenir si possible, puisque c'est là nos points forts, on va dire. Ouais. Ça va pas être les salaires de Facebook, voilà quoi. Ça c'est juste... Tu parlais aussi de cette notion du métier de Radio France qui fait sens pour ceux qui y sont. Dans l'épisode 20 de ce podcast, donc c'était il y a longtemps, c'était il y a 2 ans, j'avais reçu Julien qui était chez beta.gouv, qui est un incubateur du coup, mais à la sauce étatique, donc qui bosse sur des projets dans une notion de dimension de service public.
J'ai rencontré des gens qui étaient passionnés du dev et qui avaient vraiment une mission de service public, qui avaient quand même une envie de rendre service à leurs concitoyens d'une manière ou d'une autre, et donc d'améliorer avec notre capacité, nos outils à nous, nos savoirs, d'améliorer un service public X ou Y. Et j'ai eu l'occasion aussi, alors j'ai pas encore pu enregistrer l'épisode, mais j'ai bon espoir que ça se fasse, d'enregistrer avec je crois que c'est l'ancien CTO du Monde, qui était en charge du coup du site du Monde.fr à l'époque du Bataclan, et le site en fait est tombé, le site du Monde est tombé, et il me racontait à quel point il a mal vécu, parce qu'il disait en fait mon métier c'est de délivrer de la news, et au moment où mon pays a besoin de moi, parce qu'ils ont besoin de savoir ce qui se passe, j'ai fait des choix qui ont fait que c'est tombé. Et donc j'ai senti vraiment, en fait, quand il me racontait l'histoire, je sentais l'émotion en lui, tu vois. Donc, on a eu le même problème en 2014. En fait, c'est depuis 2015, en gros, que Radio France a pris conscience de l'enjeu du numérique et nous a donné les moyens de nous développer. Avant, je pense qu'il y avait 30 personnes au numérique à Radio France, quoi. Et forcément, ils ne pouvaient pas faire la même chose. Et ils ont eu des problèmes, des fois, de sites qui tombaient pendant des élections, etc. C'est normal. C'est normal parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc, on fait avec les moyens du bord. Donc, c'est vrai que c'est cette prise de conscience-là et le fait de faire du numérique un enjeu qui a permis de reposer toute la stack. C'est-à-dire que la stack, CQRS, là, avec le partage de responsabilité entre l'écriture et la lecture, justement pour permettre une forte charge. Parce que l'écriture est différente de la lecture. Enfin, tu peux faire grossir un côté plus que l'autre. C'est né en 2015, 2014-2015, et le premier site qui en a bénéficié, c'était la refonte de France Bleu en 2015. Et après, on a refondu chacun des sites, et maintenant, on ferme tous les sites pour arriver vers la plateforme Radio France. Donc, aussi, quand tu disais pourquoi on utilise des nouvelles technos, mais c'est qu'on est en perpétuelle mutation, quoi. C'est... les applis disparaissent, recréent, on est vraiment... de l'offre produit est hyper dynamique. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'orga produit, mais c'est quand même... il y a vraiment une belle team produit, des beaux UX, des beaux UI. Tout ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Et du coup, dans ces équipes, on retrouve aussi cette double passion e-tech et l'envie de proposer un service à ses concitoyens. Ouais, quand même. Enfin, je trouve, en tout cas pour ceux qui restent, c'est clair que oui, il y a ça, hein, il y a vraiment ça de présent. Le Covid nous a fait un peu de mal parce que ça a éloigné les gens de la maison de la radio et donc on croise moins les chaînes, etc. Et comme il y a un turnover, comme dans l'univers de la tech, il y a des gens qui ne connaissent pas encore très très bien l'univers de la radio. Et c'est dommage. Et c'est à nous de recréer ça en tant que manager, voilà, de recréer cette envie et cette connaissance du média radio qui est... Mais ouais, quand même, ouais, je pense que les gens, en tout cas ceux qui restent, ils restent pour ça, entre autres, quoi. Par la tech, je pense que pour les techs, c'est parce que c'est hyper... on est dans des belles stacks hyper sympas et qu'en plus, il y a un sens, quoi, oui. Et alors du coup, aussi en tant que représentant du gouvernement, vous avez un rôle aussi d'innovation sur certains sujets. Je pense notamment à tout ce qui est éco-conception. Ouais. Comment est-ce que vous faites rentrer ça dans justement avec autant de technos qui du coup sont aussi à une consommation et sont assez gourmands en ressources? Ouais. Alors là aussi, on est un peu des bébés, on commence juste, hein. Il y a déjà eu la plateforme Kubernetes qui nous a permis quand même d'être élastique par rapport à l'audience, quoi. Ouais. Donc ça aide beaucoup, quoi. On a quand même moins de serveurs la nuit que pendant la journée, hein. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, là, il y a, je ne sais pas si tu connais API Days. C'est une plateforme de conférence sur les API. On avait déjà participé justement pour présenter l'OpenAPI. Et là, ils ont un sustainable, je ne sais pas trop quoi, un challenge sobriété numérique, on va le dire en français. Okay. Et justement, je ne sais pas si tu as vu passer, Le Monde a communiqué il y a genre un mois sur ce qu'ils avaient appris justement sur la sobriété numérique, et en fait, ça avait été, et les solutions technologiques qu'ils avaient menées, et ça avait été inventé justement pendant ces Challenge API Days. Et nous, là, on fait partie de la promo de cette année. Et donc, la Restit, c'est en mai, là, vers le 15 mai. Et on va voir justement ce qu'on a appris de ça. Et en gros, on a déjà des choses
un petit peu en place, tu vois, dans la stack de CI/CD pour mesurer des choses, quoi. Mais on est vraiment des débutants là-dessus. Et il faut qu'on s'arme. Il faut qu'on ait... Et il y a une autre partie, par contre, qui est intéressante, qui n'a rien à voir avec la tech, qui n'est pas de la sobriété numérique, mais c'est justement comment on, dans les contenus audio, comment on parle justement des problèmes énergétiques et de la sobriété, quoi. Ouais. Donc il y a ces doubles aspects et on peut travailler sur les deux aspects. Ça, c'est sympa. Tu nous as dit plusieurs fois que vous êtes débutant sur un ensemble de Ouais. sujets, ce qui est normal et ce qui est très noble de ta part. Du coup, j'aurais deux questions qui découlent directement de ça. La première qui est sur quoi vous êtes expert du coup aujourd'hui, et la deuxième étant sur quoi vous voulez être expert. Vous êtes débutant aujourd'hui, mais sur quoi vous voulez être expert demain. Bonne question. Je pense qu'on est bon pour faire des sites et applis à forte charge. Voilà. Ça, je pense que on sait faire. Je pense qu'on est bon pour itérer, enfin, on est bon dans nos process UX, enfin, notre relation à l'utilisateur, d'apprendre de l'utilisateur, de délivrer de la valeur en continu. Ça, je pense qu'on est bien. Voilà, je pense qu'on a un beau catalogue. C'est la grosse force, quand même, éditoriale en premier, hein, puisqu'on est autrement tout ça n'est qu'un écrin pour ce beau catalogue. Et là où on doit s'améliorer, en tout cas au niveau tech, donc on a parlé du moteur de recherche, la data qui est balbutiante. Il y a pas mal de sujets d'innovation, notamment sur le son en 3D. Ouais. Le son immersif, on fait plein de tests comme ça. Il y a beaucoup de petits contenus pas de petits, hein, de vrais contenus, mais pas fréquents, voilà, qui sont faits, mais on pourrait s'améliorer là-dessus pour être un peu plus... Par exemple, toutes les captations de l'éditorium, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire, à voir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Mais au-delà de toutes les innovations qu'on a pu évoquer, ou comme ça que tu viens d'ajouter, c'est quoi toi, en tant que CTO qui vient d'arriver, du coup, à ce poste-là, c'est quoi ta ligne directrice, ton étoile du berger, ce vers quoi tu veux amener la tech de Radio France ? Question piège, je ne l'ai pas préparé. Non, je rigole. On n'avait pas préparé grand-chose, finalement. On a complètement divergé. Pour moi, de toute façon, à la fois, c'est toujours avoir la meilleure exposition possible des contenus de Radio France et de l'audiovisuel public en général au public francophone, on va dire. Donc, il y a un aspect dépasser la France métropolitaine et dom-tom, où il y a des choses à faire. Mieux connaître nos publics, en profiter pour renforcer le lien avec l'éditorial, avec la radio. En fait, arriver de ne pas être seulement juste des distributeurs de contenu, juste l'écran, mais vraiment qu'il y ait une sorte de dynamique. Parce que c'est vrai que la radio, c'est quand même un média de push. Enfin, tu vois, c'est un média où tu n'es pas en contact direct en continu, de manière itérative avec ton utilisateur ou avec ton public. Et je pense qu'il y aurait un truc à jouer là-dessus, sur un rapprochement entre le public et le média radio. Donc je pense que ça pourrait être... tu vas me dire que c'est pas très tech, c'est plutôt sur le process, mais je sais pas où ça va nous mener, quoi. Après, mes enjeux à Radio France sur la tech, c'est de continuer de miser sur l'autonomie des équipes et puis leur forte responsabilité. Vraiment, il y a le motto, si tu le codes, you make it, you run it. You code it, you run it. Donc de continuer de miser là-dessus, de grossir en fonction justement de ces nouvelles envies qu'on a, de grossir petit à petit, de retenir les talents, de faire venir les bons talents aussi. Voilà. Okay. Je ne sais pas si c'est une étoile de berger qui te parle. Mais complètement. Moi, tout ce qui tourne autour de cette notion d'équipe, de faire venir les talents, d'innover. Enfin, tu vois, tu as quand même évoqué beaucoup de trucs autour de l'humain. Et je trouve que c'est aussi un beau moteur. Et c'est aussi la beauté de notre métier, c'est que même si on fait de la tech, on est quand même au final un métier d'individu. D'un individu à un autre, quoi. Avant de passer à la dernière question de podcast, j'aurais et pour essayer de conclure, j'imagine que tu écoutes des podcasts.
Un petit peu, mais j'écoute pas mal de radio en direct, en fait. Et du coup, alors, tu t'adresses aujourd'hui donc quand même à beaucoup de gens qui touchent au podcast. Ouais. Est-ce que tu aurais, je sais pas, 3 podcasts à nous recommander? Radio France ou pas, hein. Ouais, d'accord. Donc, chez Radio France, moi, j'aime beaucoup la musique. Donc, j'écoute pas mal de podcasts musicaux. Donc, il y a une émission qui s'appelle L'Expérimental de François Bonnet, le dimanche soir, qui est sur la musique expérimentale. Je trouve ça hyper cool. Si on est plus sur la tech, on peut parler France Culture. Il y a un podcast natif qui s'appelle Les mécaniques de la cybermenace. C'est assez sympa, justement, sur toute la cybersécurité et des histoires autour de ça. Sur tout ce qui est politique, il y a quelque chose qui n'est pas Radio France, mais qui est Allons aux enfants de l'apathie, de Jean-Michel Apathy, qui, en 4 minutes par épisode, il explique la vie politique sur un sujet, quoi. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, sur comment on fête un deuxième tour, pour parler de ce qui s'est passé hier, sur pourquoi on légalise pas le cannabis, etc. Tout ça en 4 minutes, c'est bien fait et c'est très synthétique, c'est chouette. Autrement, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute Tara Brach, c'est une américaine qui fait des séances de méditation guidée, qui est vachement bien. Pas en podcast, mais sur YouTube, il y a Aurélien Barraud quand même, qui est absolument fabuleux sur... c'est un grand scientifique et un grand lanceur d'alerte sur l'environnement. Donc c'est mon neveu qui m'a parlé de lui en premier. Je suis reconnaissant. Voilà, ça fait déjà 4. Ça fait même 5. 4 ou 5 ouais, On en est à 5. Donc, tu vois, 5. Et puis, rien que pour le jeu de mots, Allons enfants de l'apathie, moi, je valide la recommandation. Si vous avez votre téléphone à portée de main, n'hésitez pas à partager les podcasts que vous écoutez. Et pas la peine de préciser que vous écoutez FTTD, bien évidemment, on part du principe que c'est le cas si vous êtes là. Merci beaucoup Geoffroy pour tout ça. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast FTTD, qui est de loin la question la plus importante entre dev. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Comme je te dis, ça fait longtemps que je code plus. Je fais confiance au code formateur, tu sais, qui te remettent ça après nickel. Donc ça n'a pas d'importance à mon avis, puisque le code formateur, il va te le remettre bien. Donc tu me donneras pas de réponse? À la base, moi j'étais plus stable. Ok. À la base. Mais comme ça change, en fait, c'est une sorte de culture d'un langage. Tu vois, c'est un faux débat. Enfin, ouais, mais c'est sympa. Ouais. Très bien, tabulation. Voilà. Merci beaucoup Geoffroy pour tout ça. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast jusque-là. Si vous nous écoutez en tout cas en podcast, on va s'arrêter là. Merci toujours de continuer à partager ce podcast autour de vous. C'est top, je m'éclate à faire ça. Je fais aujourd'hui de plus en plus d'épisodes. Je rencontre des gens passionnants comme Geoffroy pour parler podcast, parler tech, ou parler de podcast tech, ou tech de podcast. Bref, c'est un vrai plaisir. Merci pour tous les commentaires que vous mettez sur les différentes plateformes, sur TikTok, sur Insta. En ce moment, on a beaucoup de nouveaux commentaires, ça fait super plaisir. Donc merci beaucoup. Si vous arrivez sur ce podcast grâce à TikTok, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à le dire au travers d'un prochain commentaire sur un prochain TikTok, qui sait. Bref, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.